Bonjour Lilia. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la réflexion thérapie-méditation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que c'est pas très clair. Mhm. Oui, bien souvent, il y a le domaine de la thérapie, puis le domaine de la méditation. Mhm. Le domaine de la thérapie, c'est là où on élabore sur des blessures, on essaye de guérir sur des blessures du passé, quelle que soit la technique utilisée, hein, que ce soit l'analyse, que ce soit euh, des, euh, des techniques plus modernes que celles de Freud ou de Jung, et qui est avec beaucoup de progrès actuels, je pense, avec les avancées en neurosciences. Et alors que la méditation, on pourrait dire que c'est d'aller vers le non mental, le, juste d'être là, voilà. Et on pourrait les opposer. On pourrait, mais avec un peu de compréhension, je pense que tout de suite, on va trouver des liens. Et euh, concrètement, ce matin, j'étais en séance, j'avais un client qui est en formation pour devenir psychothérapeute. Mhm. Et il est arrivé, s'est installé, on s'est regardé dans les yeux et j'ai senti de ne rien dire. Et d'être juste là, en silence avec lui, de lui permettre de se déposer. Et toute la séance, finalement, a eu cela comme toile de fond ou comme base. C'est-à-dire simplement d'être là, disponible, avec cœur, et qu'est-ce que c'est que cet état qui n'est plus de l'analyse, de la réflexion ou l'utilisation d'une technique, mais qui est comme la position méta du thérapeute. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la position méta du thérapeute? Alors, j'aurais une petite question avant. Est-ce que justement tous les thérapeutes ne devraient pas avoir cette position d'écoute et de bienveillance envers leurs patients? Oui, alors c'est extrêmement bonne question. Je pense que, je pense que la plupart des thérapeutes pensent cela, mais certains, non. Certains vont penser qu'au contraire, il faut être le maximum, bon, quand même qu'il y ait de la bienveillance, on veut aider, mais que le thérapeute doit se retirer beaucoup pour être le plus neutre possible et pour laisser un espace le plus, euh, et j'allais dire, les mots qui viennent, c'est mon interprétation, c'est mon jugement, mais je sens ça de certains thérapeutes, le plus neutre, ce qui devient le plus froid et ce qui devient le plus glacial possible pour ne pas interférer. Mm. Pour Et, que les et émotions alors, du thérapeute oui, même n'interfèrent pas oui, avec... oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Donc, il ne s'agit pas de dire à un client, je t'aime, je t'accueille avec amour et affection. Là, c'est le péché majeur pour quelqu'un qui est dans cette attitude-là. Et à l'opposé de ça, il y a les neurosciences, il y a en particulier les études sur le cerveau cardiaque. C'est-à-dire que le cœur a lui-même un mini-système nerveux un centre autonome et qui interfère beaucoup avec le cerveau et qui serait même, d'après les études comment on appelle ça, de mesures médicales, enfin de mesures de champ magnétique et tout ça, qui émettrait beaucoup plus que le cerveau. Hein, c'est les rapports entre électrocardiogramme, électroencéphalogramme, etc. Le champ induit par le cœur et les ondes induites par le cœur sur l'ensemble du corps, je crois que c'est d'amplitude 60 fois
celle du cerveau est de 3 à 6 000 fois l'intensité du signal, donc de ce qui est émis par le centre de la poitrine que par le cerveau. Et il semble que c'est même notre façon de penser, là j'ai fait des expériences, je pourrais revenir dessus, mais qui tendent à le prouver, quoi, que même notre façon de penser est déterminée pour beaucoup par l'endroit que nous habitons dans notre corps. Et si je suis centré au cœur, il se passe quelque chose. Alors quand on dit, voilà, c'est à quoi je veux en venir. Quand on dit le thérapeute doit être dans la bienveillance, la compassion, etc. Oui, mais beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes en général, n'ont pas conscience du ressenti. Il ne s'agit pas de dire, OK, je suis disponible, je suis avec toi, mais il y a un ressenti qui vient d'être présent à son propre cœur et à sa poitrine. Et il y a donc aux États-Unis un institut qui s'appelle The Institute of HeartMath, des mathématiques du cœur. Il s'appelle aussi HeartMath Institute. Et je crois que ça devrait être la base de toute formation de thérapeute, de psychothérapeute, c'est d'apprendre à se mettre en ce qu'on appelle cohérence cardiaque, c'est-à-dire en présence au cœur avec la modification immédiate de tout notre champ énergétique et de tout ce qu'on rayonne. Donc la métaposition du thérapeute, c'est déjà tout simplement la capacité à aller consciemment s'installer. Et c'est quelque chose, c'est une démarche qui prend du temps, c'est une sorte d'apprentissage, d'être conscient que je peux déposer mon attention dans le cœur. Ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, quand j'ai fait suffisamment cet exercice de contacter au centre de ma poitrine, par la conscience, vraiment, d'aller y habiter, à un moment donné, j'y habite. Et c'est l'état habituel de la présence. Et c'est là qu'on rejoint les travaux du HeartMath Institute. C'est qu'on peut développer cette présence au cœur par l'intention d'y aller, par l'écoute de sa respiration dans le cœur ou par des évocations de moments passés où on était très amoureux ou de quelqu'un qu'on aime bien ou d'un beau paysage ou d'une fleur qui nous touche particulièrement, même la mémoire de cette fleur ou de ce paysage, de ce coucher de soleil. Et immédiatement, en termes de mesure, parce qu'on peut le mesurer par informatique, par des capteurs, eh bien, tout change à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas que les capteurs techniques. Si je prends le temps, là, je le fais en même temps que je vous parle, je vous invite à le faire en même temps que vous m'écoutez. Si je vais déposer mon attention au centre de ma poitrine, tout mon être entre en état d'harmonie qui est quelque chose de ressenti, de très agréable, de savoureux. Et quand je suis... Voilà, pour moi, ça devrait être la première chose que toute école de psychothérapie, toute école de psychologie devrait commencer par ça. Pour que le maximum du potentiel des personnes autour de nous se développe. Ça devrait même être pour un chef d'entreprise.
c'est de savoir que si je me place dans le cœur, ce qui ne veut pas dire d'aller dans la guimauve, hein, ce qui ne veut pas dire ne pas être lucide de ce qui se passe, bien au contraire, et de prendre le temps d'aller là, c'est sûr que mon client, qu'il soit en thérapie, ou que ce soit un client en business, ou mes partenaires, ou mon équipe de direction, toutes ces personnes vont donner le meilleur d'elles-mêmes parce que, en fonction de mon état d'être et la place royale pour imprégner le champ informatique, en termes généraux, en termes habituels, on peut dire l'atmosphère de la pièce, qui est une atmosphère, c'est évidemment, c'est pas quelque chose de, c'est pas une odeur, mais une atmosphère, c'est vraiment, dans ce sens-là, c'est vraiment le champ d'énergie qui est dégagé par là où les personnes présentes. J'ai une question parce que avant que le thérapeute atteigne, on va dire, un stade de tranquillité et sérénité intérieure, certains n'ont pas tous ce stade, on va dire, de sérénité intérieure. Et donc, ils peuvent être, les événements de la vie peuvent faire qu'on est agité, énervé, heureux ou non. Et en quoi, en fait, ces émotions viennent aussi, du coup, transformer l'attitude du thérapeute face à son client, parce qu'à ce point-là, c'est peut-être plus difficile de se mettre dans le cœur ou d'avoir une approche plus englobante. Si quelqu'un vient de se disputer avec son partenaire amoureux, et puis que moi, un homme, je viens de me disputer ou voire me battre avec ma femme, j'ai vu ça, hein. J'ai vu des thérapeutes qui étaient dans des états pareils et qui reçoivent une femme ou un couple pour être vraiment disponible, ne pas émaner, enfin, d'émaner des ondes positives, c'est, voilà. Et là, ça ramène à l'attitude fondamentale qui est, enfin, je parle d'un autre point de vue que celui de la cohérence cardiaque. Je le prends sur le point de vue de la présence, qui va rejoindre la cohérence cardiaque aussi. D'être complètement présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Non, tu vois, c'est des mots. Il y a des tas de mots qu'on utilise à tour de bras et qu'il faudrait goûter. Hein. C'est je fais attention, j'observe, je suis présent, j'analyse la situation. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être présent à sa propre présence? Et pas seulement être présent à quelque chose. Pour développer la capacité de présence, le premier mouvement, comme je l'indiquais tout à l'heure avec le cœur, c'est de faire attention à ceci ou à cela. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je dépose ma présence dans mon cœur, eh bien, là, j'ai une direction. C'est comme si j'utilisais une lampe torche et puis que avec l'intérieur, mon attention, c'est comme un rayon lumineux ou un rayon laser et je vais voir à cet endroit-là. Puis après ça, je fais attention, en face de moi, j'ai des plantes, là, où j'ai le paysage, j'ai des nuages qui passent et je fais attention, je fais attention. Pour le développement de la pleine présence, même 25 siècles, il y a 25 siècles, Bouddha enseignait cela. Faites attention. Et en particulier, il commence par faire attention à sa respiration, puis faire attention à ses émotions, faire attention dans le sens, je suis attentif à. Je ne fais pas attention, il ne faut pas que tu aies telle ou telle pensée. Donc, ça veut dire d'être conscient qu'il y a telle pensée qui passe, d'être conscient qu'il y a, voilà,
que je regarde les choses, que je me cogne un genou et que ça fait mal, que je rencontre quelqu'un et que c'est agréable ou désagréable de rencontrer cette personne. Voilà. C'est juste de constater, mais constater à partir d'une attention qui est, qui s'adresse à différents secteurs de l'expérience, sensorielle, émotionnelle, idée, comment on dit, l'idéation, voilà, l'idéation, je pensais. Et là, quand je fais ça, à un moment donné, il y a une nouvelle étape, une méta-situation, un état méta, voilà, qui est, OK, je ne suis plus attentif à rien en particulier, je laisse émerger ce qui veut émerger, et je suis, l'image qui me vient, c'est je suis dans une présence ovoïde ou sphérique. Et là, dans cette présence sphérique, c'est comme si c'est pas comme si, tous mes sens sont en éveil, en vigilance. Et dans une situation de vigilance, je n'ai pas la tension d'observer. Quand je suis thérapeute en état de cette vigilance ovoïde, je suis juste un accueil à tout ce qui me vient. Et dans cet espace-là, premièrement, il y a une chose qui est étrange. Ouais, deux choses étranges. C'est d'une part que ça met dans le cœur, ça met en cohérence cardiaque avec un sentiment d'amour qui diffuse pour rien, pour tout et pour rien. Et l'autre phénomène étrange qui se passe peu à peu, c'est que l'idéation, le cycle des pensées qui arrivent, des images qui arrivent et qui repartent, se calme, s'apaise ou même s'arrête. Et c'est l'état dans lequel j'étais avec mon client ce matin. Bienvenue, je suis dans mon cœur, et ce n'est pas une pensée, je le traduis par une pensée, je suis là, présent. Je suis présent d'être présent parce que cette présence globale, elle est présence d'elle-même. Il n'y a pas d'effort pour être présent, c'est la présence elle-même qui est la présence. Je répète, ce n'est pas présence à quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ça devient clair? C'est tellement évident et c'est tellement rare. Ça parce que paraît nous sommes simple, pris. mais Oui. c'est pas si simple que ça en fait quand on doit le faire. Mais justement, on ne peut pas le faire. C'est se déposer et c'est je ne fais plus rien. Et dans je ne fais plus rien, dans la situation de thérapie, il va y avoir ce qui va émerger du client, mais aussi ce qui va émerger en moi par rapport du fait que je suis avec ce client. Et c'est d'accueillir tranquillement ce qui émerge, quoi que ce soit. Et c'est à partir de là que le processus de thérapie ou s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à proposer, s'il y a un exercice de prise de conscience sur une chose, s'il y a à poser une question sur l'enfance de la personne, à la personne, ça va venir. Et c'est là où je ne suis pas en observation, mais je vois.
c'est aussi un autre aspect mystérieux de cette métaposition, c'est qu'il n'y a pas à observer et à analyser avec une tension, et il y a une forme de lucidité qui se développe. Tu vois, maintenant, bon, ça fait, je sais pas, 50 ans de thérapie, même plus que je fais de thérapeute, et il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait que tu m'as posé cette question-là? Oh, comment ça se fait quand je fais quelque chose de psychocorporel? Tu as posé ton doigt à tel endroit. C'était justement là que j'ai mal depuis un mois et que là, le premier point que tu touches, c'est ça. Et je réponds, j'en sais rien. C'est parce que je le vois à ce moment-là, c'est là qu'il faut aller ou c'est ça qu'il faut dire parce que ça me vient. Et jadis, je prenais beaucoup de notes pendant mes séances. Maintenant, j'avoue que j'en prends plus. Et quand je me retrouve en séance par rapport à quelqu'un, il y a parfois, je me dis, oh, si j'avais relu des notes, je saurais le nom de son grand-père ou je ne sais pas quoi. Là, j'ai oublié que la problématique, c'était ça. Puis en fait, non, je n'ai même pas besoin de ça. Il suffit de laisser émerger. La personne parle de ce qui la préoccupe dans l'instant, de ce qu'elle veut explorer. Et puis, curieusement, au moment où il faut, la mémoire de ce qu'elle a dit ou l'intuition qu'il y a quelque chose qui faudrait être dit, parfois même l'image vient et c'est tout simple, tout simple. Donc cet état de présence sphérique, pour moi, c'est la métaposition du psychothérapeute et c'est finalement l'invitation majeure pour les clients, pour les personnes autour, c'est de se reposer, d'aller dans cet espace sphérique aussi, d'y avoir accès petit à petit. Parce que je dis ça comme ça, mais pour des personnes comme mon client, ça fait de ce matin, ça fait 2 ans et demi que j'accompagne presque de façon hebdomadaire. Donc, ça prend du temps. Et c'est complètement fondamental et d'arriver finalement à cet espace où les choses qui doivent être dites, qui doivent émerger pour guérir, vont émerger tout ça très simplement. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a plusieurs choses. Bon, la première chose, du coup, ça a l'air, il y a comme une simplicité. Et la deuxième, c'est est-ce que du coup, c'est un état d'être euh, que tu peux cultiver tout au long de ta journée ou justement tout au long de ta vie, ou ça demande justement trop pour être comme ça avec tout le monde? Ah ben pour moi, c'est mon idéal de vie. C'est d'être cela en tout temps, en tout lieu, et d'être conscient de ce qui m'en enlève ou m'en perturbe, je dirais, m'enlève de cet état-là, et d'utiliser même ce qui pourrait me sortir de cet état-là pour, en l'écoutant, ce qui arrive est intégré dans cet état de présence. Et là, il n'y a plus de dichotomie entre ce qui arrive et l'état de présence. Alors là, c'est le summum du summum, c'est l'état du Bouddha à ce moment-là. Et c'est un grand sage, Ramana Maharshi, qui disait, dans la véritable connaissance, il n'y a plus ni sujet, ni objet, ni acte de connaître. Est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte la contemplation au final du vide? Mais c'est en même temps vide et plein. C'est en même temps le vide d'une disponibilité. C'est le vide de l'ombre que donne un arbre en plein été qui fait chaud et qu'on va se mettre sous son ombre pour se reposer. Ça,
c'est le vide accueillant disponible. Et c'est le vide de préoccupation du type de mental habituel qui est une pensée, une préoccupation après une autre, après une autre, après une autre. Et de passer de cet état de préoccupation à je sais que j'ai des choses à faire, j'y pense, je les note, je les fais tranquillement dans le temps qui m'est imparti, sans que ce soit un casse-tête, une tension continuelle. Voilà. Et c'est... Il me semble que dans ta question, il y avait... Est-ce que ça peut être tout le temps sans tension? Oui, je dirais ça. C'est... Pour moi, c'est à chérir et à développer tout le temps. C'est un état d'être. Et les pensées arrivent parce qu'il y a besoin qu'elles soient là. Et non pas parce que ça me turlupine et parce que je suis anxieux. À différencier quand même avec le... moi, je vois, ça m'arrive souvent, un nuage de pensée, mais qui est plus polluant au final que vraiment, il faut que ce soit là. C'est peut-être une habitude aussi. Oui. Ben, le nuage de pensée, en fait, c'est justement ce mental encombré qui fait que quand tu es dans ce nuage de pensée, tu n'es plus dans la présence sphérique, qui est la présence, une façon de savoir qu'on est dans cette présence sphérique, c'est que toute la sensorialité de l'ensemble du corps est là. Qu'il y a une chose qui ne peut être que dans l'instant, c'est la sensorialité. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Ah oui, les émotions, elles peuvent être liées à des pensées du passé, à des espoirs du futur, à ceci, à cela. Et si je reviens même à ce que ces pensées du passé ou du futur me font vivre comme émotion, et si j'accueille l'émotion dans cet état de présence, il n'y a plus de problème. Elles sont réintégrées dans l'éternel présent. Voilà. Pour moi, c'est cela la métaposition du thérapeute. Merci. Oui, du thérapeute et des gens en général. Mais la position du thérapeute, c'est d'inviter tout le monde à être dans cet espace-là, et cet espace-là peut être nourri est essentiellement nourri par la méditation, et par différents types de méditation qui s'adressent à différents types de fonctionnement de la psyché humaine et qui visent tous à cet état de présence. Et pour terminer et pour dire, c'est pour ça que j'offre des séminaires de méditation, et même en ligne, voilà, qui a ce séminaire en ligne qui commence le 28 janvier.